Merci Madame la Présidente et merci pour votre invitation. Bon, moi j'ai pas tout à fait le même positionnement institutionnel que Monsieur le Préfet ou que les maires, ou un représentant des maires, puisque donc je suis premier vice-président dans le Val-de-Marne du Conseil général. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de participer à la journée de rentrée de l'URIOPS, cette initiative qui revêt une importance considérable compte tenu de l'importance même de l'URIOPS dans notre région. Et puis vous dire également que je retrouve un champ d'activité qui m'a littéralement passionné, puisque j'ai été pendant quelques mandats au Conseil général premier vice-président en charge de l'action sociale et de la santé avant d'être chargé maintenant des politiques éducatives. Je retrouve donc à l'occasion de cet après-midi une culture, celle de la solidarité, qui m'est familière et qui me tient à cœur et je vous remercie pour cela. Bon, je voudrais focaliser ma réflexion tout d'abord sur un constat qui vient compléter un peu ce qu'ont dit le préfet Lucas et mon collègue Philippe Laurent. La région Île-de-France, en tant qu'entité géographique et non en tant que collectivité territoriale, avec son produit intérieur brut qui dépasse les 600 milliards d'euros, constitue la 8e puissance économique de l'Union européenne, juste après les Pays-Bas et la Pologne. Mais donc, avant les 20 autres pays de l'Europe. À titre d'illustration, l'Île-de-France pèse 2 fois le Portugal, par exemple. Mais, et là il y a un mais parmi les régions parmi les plus riches d'Europe, bien que les comparaisons à cette échelle soient compliquées, mais c'est la région française qui connaît le plus d'inégalités sociales et territoriales. Comme le souligne très justement le plan stratégique régional de santé publié par l'ARS à l'automne 2011. Ce constat et le paradoxe insupportable sur le plan politique qui le caractérise est conforme à la volonté qui a présidé à la création du syndicat mixte Paris Métropole, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça a été dit à l'instant. Cette problématique générale, et notamment la réduction des inégalités sociales et territoriales, condition sine qua non d'un plus grand rayonnement de la métropole, parce que ce rayonnement ne peut reposer sur une région fragile, parce que déséquilibrée socialement. Et ça impose non pas une adaptation, voire une correction des projets en cours, mais la nécessité de définir l'avenir de notre territoire au regard des grands enjeux politiques. Alors, est-ce que les textes adoptés sur initiative du gouvernement, comme la loi MAPTAM du 27 janvier dernier, même si l'article 12 de cette loi, ça vient d'être dit, va être rediscuté au Parlement, après tout le travail fait au sein de Paris Métropole et de la mission de préfiguration, mais d'autres projets en cours, comme le projet de loi NOTRe, pas la nôtre de loi, je dirais la leur, parce que je ne la partage pas, nouvelle organisation territoriale de la République, est-ce que tous ces textes répondent à ces enjeux? Alors, de ma part, je vais être moins optimiste que mes deux voisins. La réponse est catégoriquement négative. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce qu'au lieu de prendre à bras-le-corps ces grands enjeux, le gouvernement a opté, in fine, pour un dispositif qui fait une place exclusive à la gouvernance selon un mode unique, hyper centralisé. Alors, la loi va être rediscutée, je ne sais pas ce qui va en sortir, j'espère que ça sera autrement, puisqu'on a œuvré ensemble pour qu'il en soit ainsi, mais c'est une démarche en fait un peu simpliste, guidée par la seule volonté de réduire la dépense publique et aboutissant paradoxalement, compte tenu des délais à respecter, 15 mois à ce jour, à une forme d'impossibilité opérationnelle, compte tenu de la masse et de la complexité des problèmes à régler. Alors, je vois que tout le monde est optimiste, moi je souhaite l'être, mais je pense que tout cela est quand même fort compliqué. Et je voudrais dire que la dépense publique, entre nous soit dit, puisqu'on nous en parle beaucoup et qu'il faudrait réduire, diminuer la dépense publique, ce n'est jamais que de la dépense socialement et économiquement utile pour les Français. Et à ne pas confondre avec la dette de l'État.
En même temps, parce qu'elle ignore volontairement le fait que l'attractivité des territoires, la concurrence entre eux, ne peut constituer une fin en soi, contrairement aux dogmes libéraux, parce que nos territoires sont en réalité interactifs en termes de solidarité et interactifs en termes de complémentarité. Le concept de métropole, tel que défini par la loi actuelle, repose sur la seule logique de compétitivité à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, qui, en annihilant l'effet de solidarité comme celui de complémentarité, aboutirait en fait à affaiblir les dynamiques territoriales en cours actuellement et à amplifier l'appauvrissement qui en découlerait. Il est donc fondamentalement contradictoire avec les objectifs affichés de développement. En disant cela, je reste proche des problématiques sociales, médico-sociales et de santé abordées lors de votre journée, puisque ces problématiques sont caractérisées par les articulations fortes, indispensables dans ces domaines d'intervention qui existent entre les collectivités territoriales, les départements en particulier, mais pas seulement, et le mouvement associatif. Et un mouvement associatif assumant une responsabilité considérable de gestion, comme le démontre la voilure de l'URIOPS. Cette articulation est primordiale, car les deux partenaires se complètent dans l'évolutivité des politiques sociales qu'appellent l'évolution, les mutations de notre société. J'ajoute d'ailleurs que les réformes institutionnelles en cours sont caractérisées par, même si on a beaucoup discuté au sein de Paris Métropole, mais quand même au point de départ, un manque total de concertation avec les principaux intéressés, la population déjà, les associations et même les élus locaux, parce qu'on discute maintenant, mais on discute après coup, je dirais. Sauf pour ceux qui ont pris l'initiative à un moment d'essayer de construire quelque chose ensemble. Tout ceci provoque de grandes inquiétudes à court terme dans les milieux institutionnels et une grande fragilisation des acteurs. J'étais ce matin dans une réunion, un séminaire d'agents départementaux. Je peux vous dire que du coup, l'état d'esprit n'est pas totalement tourné vers l'avenir et la construction de projets pour la population. L'état d'esprit est à s'inquiéter de savoir ce qu'on deviendra demain et si les missions qu'on mène continueront d'exister ou dans quel cadre elles existeront. Cette inquiétude existe donc à l'échelle du département, qui est doublement menacée, et je voudrais, en deuxième partie de mon intervention, en dire quelques mots. En tant que département de droit commun, tout d'abord, dont les marges d'action seraient limitées dès 2017, et dont l'Assemblée élue en mars prochain, parce qu'il va y avoir élection après c'est pas un mauvais jeu de mots, mais une valse hésitation, puisqu'on nous a, les cantonales devaient avoir lieu en même temps que les municipales en 2014. On nous a dit qu'elles auront lieu en mars 2015. Après, on nous a dit qu'elles auront lieu en décembre 2015, et maintenant, on est revenu en mars. C'est pas très facile pour les élus qui dirigent une collectivité de cette taille. Donc, les élus qui vont l'être en mars prochain risquent d'être élus pour, passez-moi l'expression, mais éteindre la lumière dans quelques années. Bonjour la mobilisation citoyenne dans ce contexte. Comment on va convaincre les citoyens de voter pour ces élections cantonales en sachant qu'on va vers l'extinction du département? Ce que je ne souhaite pas. En tant que département donc de la Petite Couronne, ensuite, puisque spécifiquement visé par la mise en place de la métropole du Grand Paris. Alors, ce n'est pas la métropole, cher Philippe Laurent, qui effectivement, on a peu parlé des départements, de leur place, mais c'est le gouvernement, encore précisé par le Premier ministre il y a quelques jours, avec un certain rétropédalage d'ailleurs sur les départements ruraux, mais explicitant que les départements situés au sein des métropoles seraient absorbés par les métropoles. Alors on peut toujours, nous on a de l'agriculture périurbaine, donc on peut toujours arguer qu'on a un département rural, mais je ne crois pas que ça va passer. Voilà. Alors c'est ce qui a motivé la décision du président du Conseil général du Val-de-Marne de proposer à l'Assemblée départementale la création d'une mission d'information et d'évaluation sur l'organisation institutionnelle. Cette mission, composée de 9 élus départementaux, désignés à la proportionnelle des groupes politiques, a fonctionné dès février dernier. Elle a tenu 19 séances, permettant l'expression effective de 77 personnalités,
dont la ministre Maryse Lebranchu, Jean-Paul Huchon, président de la région, Claudie Le Breton, président de l'Assemblée des départements de France, Stéphane Troussel et Patrick Devedjian, président des 2 autres conseils généraux concernés, mais aussi Daniel Guiraud et Philippe Laurent, président et vice-président du syndicat Paris Métropole. Elle a tenu parallèlement des tables rondes thématiques, et je voudrais remercier plus spécifiquement la contribution qui a été la vôtre, Madame la Présidente, et celle de Michel Estralier au nom de l'URIOPS, lors de la table ronde sur les problématiques sociales qui s'est tenue le 17 mars dernier. In fine, le rapport de la mission a été adopté à l'unanimité par le Conseil général le 16 juin. Alors quand je dis à l'unanimité, il y a une opposition, une majorité comme dans toutes les collectivités. Donc l'opposition de droite, là pour le coup, et centriste, a voté le rapport. Et l'ensemble des documents qui figurent sur le site internet de notre collectivité. Et je sais que parallèlement, je crois, la table ronde sur le social a figuré ou figure peut-être encore, sur le site de l'URIOPS. Ce rapport met en avant plusieurs points forts que l'actualité a depuis confortés. Ainsi, le fait que le statu quo institutionnel n'est pas satisfaisant. D'accord. Il y a effectivement besoin d'un bouger pour répondre aux enjeux politiques que j'évoquais tout à l'heure, mais un bouger fondé sur un débat démocratique, réel, et l'expression populaire. Ainsi, le fait que la question de l'organisation institutionnelle doit se fonder, et se fonder seulement sur la logique des réponses aux besoins de la population. Ainsi, le fait qu'il y a besoin d'un niveau intermédiaire de proximité entre la commune et la métropole. L'échelon départemental, qu'il opère sur la base de ses compétences obligatoires ou sur celle de ses politiques volontaristes, mais le plus souvent de la combinaison des deux, et ceci est essentiel dans le domaine social et médico-social, le département constituant un échelon indispensable pour porter et ou faciliter les logiques de projet. Cette position a été d'ailleurs confortée en juin dernier par l'étude de l'Audace, qui souligne le rôle que les conseils généraux ont joué dans le développement d'une offre médico-sociale diversifiée, une relation au public personnalisée et une forte capacité d'évaluation pour réorienter l'action sociale vers le développement social. Alors, elle bat en brèche parallèlement le contenu de projet de loi NOTRe qui, au-delà de la suppression de l'exercice de la clause générale de compétence pour les départements, propose une véritable vente à la découpe de l'action sociale départementale, comme les journées techniques de l'ANDAS, il y a 15 jours, viennent de le dénoncer. Je cite très rapidement un extrait. « Le département représente un bouclier social efficace qui amortit les effets de la crise. Quelle collectivité locale pourra les remplacer, publique pourra les remplacer ?» Je ne vais pas m'étendre, mais tout à l'heure, si vous voulez, on pourra parler de masse budgétaire aussi que représentent les départements et est-ce que les futurs territoires ou est-ce que la métropole pourront gérer pour nous, par exemple, l'action sociale. L'ensemble des actions sociales au département, c'est 800 millions d'euros, quasiment 50% de notre budget. Et pour la Seine-Saint-Denis, j'en parle même pas, parce qu'ils ont des problématiques beaucoup plus lourdes. Ceci confirme, s'il en était besoin, que ces réformes sont fondées essentiellement sur des critères d'ordre budgétaire, les collectivités territoriales servant de variable d'ajustement aux impératifs financiers que l'État lui-même est incapable de respecter, et non sur la volonté d'apporter une réponse améliorée aux besoins sociaux. Le gouvernement en répondant en cela également aux injonctions de Bruxelles. Alors, quelles préconisations dans ces conditions pour la métropole du Grand Paris? Nous avons participé, donc, le département du Val-de-Marne, même si on n'est pas un des acteurs principaux, mais on a participé aux côtés des maires à la mission de préfiguration et avant, et encore maintenant dans le syndicat Paris Métropole. Tout d'abord, une profonde évolution de l'ensemble du dispositif institutionnel actuel fondé sur la complémentarité et la subsidiarité des interventions publiques, pour répondre mieux aux besoins des populations dans leur ensemble, ce qui implique une démarche démocratique radicale, compte tenu de la complexité des problèmes à traiter. Cette évolution générale ne doit pas être circonscrite, bornée
sur un espace géographique défini, ceci de façon à libérer toutes les énergies nécessaires. Aujourd'hui, le périmètre du Grand Paris, c'est incompréhensible, de la future métropole, c'est totalement incompréhensible, c'est Paris et les 3 départements de la petite couronne. Imaginez si on veut en faire un outil concurrentiel à l'échelon européen ou mondial, il n'y a pas ni Orly, ni Roissy, ni Saclay, ni Marne-la-Vallée, pour ne citer que quelques exemples. Et il faut donc libérer toutes les énergies sur l'ensemble des territoires, créer ces synergies et ne pas fragmenter davantage une aire spatiale d'ores et déjà fortement déséquilibrée. On le connaît bien puisque, en clair, on a l'habitude de dire que les sièges sociaux et les emplois sont à l'ouest et les problématiques sociales sont à l'est. Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, c'est un peu caricatural, mais pas loin de la réalité. Le Val-de-Marne étant, pour sa part, bien moins impacté du point de vue des problématiques sociales que la Seine-Saint-Denis. Et parallèlement, compte tenu de l'enjeu national que représente la région capitale, de fortes articulations doivent être recherchées avec d'autres pôles de développement économique, écologique, scientifique, situés hors des frontières actuelles de l'Île-de-France. La métropole, puisque métropole il y a besoin pour prendre en compte le fait métropolitain, la métropolisation aurait donc une fonction de chef d'orchestre afin de faciliter les convergences de l'articulation des politiques publiques sur des objectifs partagés de dimension réellement métropolitaine, et non un échelon supplémentaire qui se substituerait aux collectivités territoriales de plein exercice, au rang desquelles les communes. Voilà un peu quelques idées sur le fond. C'est plutôt, donc nous sommes pour plutôt une articulation et d'une libre coopération, ce qui était en fait le travail qui avait été réalisé et qu'on n'a pas pris en compte, que le gouvernement n'a pas pris en compte par le syndicat Paris Métropole. Donc cette approche générale appelle un nouvel élan du processus de décentralisation, autre point que je voulais aborder, puisque celui-ci, le processus de décentralisation, a fait la preuve de son efficacité depuis les années 80, en définissant, et vous le vivez dans le lien avec les départements que vous avez sur vos territoires. Parce que là, on assiste plutôt à une recentralisation, ce qui est bien dommageable pour les citoyens, pour les publics que nous touchons, et vous et nous. Et de ce fait, je crois que ça ne va pas dans le bon sens, y compris d'ailleurs la suppression de l'exercice de la clause générale de compétence, parce que dans le Val-de-Marne, nous réalisons beaucoup d'actions en dehors de nos strictes compétences, et y compris en lien avec les associations qui travaillent dans le champ du social, en répondant par exemple à des projets qui ne sont pas forcément calés sur les compétences. Donc voilà, ce processus devra, pour cette raison, de notre point de vue, devait être plutôt un processus ascendant des territoires vers la métropole, et non pas descendant, voire condescendant, en partant donc de l'échelon de base de la démocratie locale qu'est la commune. Alors voilà, toutes ces questions sont en débat à travers le travail de réécriture. J'espère qu'on va avoir des avancées significatives. Je crois qu'on aura des réponses le 13 octobre, puisqu'il y a un conseil interministériel, et je pense que le Premier ministre doit s'exprimer. Bon, 2 mots sur l'avenir des départements franciliens eux-mêmes. D'abord pour dire que vous en connaissez tous la grande expérience que nous avons accumulée à travers la vraie décentralisation, notamment dans le domaine social, comme le souligne également l'Audace, et qu'il s'agit d'une question essentielle dans une région fortement inégalitaire. Donc, il en a été de même d'ailleurs dans le champ du social que dans les politiques éducatives ou de l'aménagement du territoire. L'intérêt du département, c'est qu'il a à la fois une puissance et une force de frappe, je dirais, suffisante à l'échelle d'un territoire important, des moyens financiers importants, et en même temps la proximité avec les citoyens, et en particulier jusque dans les cantons. Aujourd'hui, je crois qu'il est important de voir que les départements d'Île-de-France, avoisinant chacun à peu près, et ceux de la première couronne, 1,5 million d'habitants, et des budgets respectifs de l'ordre de 2 milliards d'euros,
à comparer aux 75 milliards que pèsent les 101 conseils généraux par ailleurs dans notre pays. Donc ces départements jouent un rôle très important au niveau de la cohésion sociale et je crois que c'est quelque chose qui, dans une société en crise, où le chômage sévit, où aujourd'hui les dépenses sociales augmentent du fait du nombre de gens qui tombent dans l'exclusion, je crois qu'il serait intelligent de réfléchir à deux fois avant de toucher à cela et de toucher au département. En conclusion, je voudrais souligner que, alors que le président de la République avait formulé des annonces plutôt positives lors des assises de la démocratie locale qui s'étaient tenues au Sénat à l'automne 2012, que le dossier de réforme territoriale fait depuis la fin de la même année 2012 l'objet d'annonces contradictoires, de remises en cause quasi permanentes, des dispositions évoquées ou fixées par la loi, comme l'exercice de la clause générale de compétence, puisqu'à un moment on nous a dit qu'il faut la maintenir, après on nous a dit qu'il faut la supprimer, comme les élections qui ont changé 3 fois de date. Bon, ce mode de faire est contradictoire avec la nécessité d'un débat démocratique approfondi et aboutit même à brouiller les choses dans la tête de l'ensemble de nos concitoyens, de nous-mêmes les élus, quelquefois, où on a du mal à s'y retrouver, et de vous-même, j'imagine. Ce n'est pas la meilleure façon de contribuer à la citoyenneté. Ça aboutit même à amplifier la méfiance vis-à-vis des élus locaux, à développer l'abstention électorale et le vote populiste. Et hélas, les élections sénatoriales du 28 septembre ont été caractérisées notamment par un rejet des projets territoriaux du gouvernement par les élus de proximité et un changement de majorité. J'espère que le gouvernement en tiendra compte dans les semaines et mois qui viennent et je voudrais vous remercier pour votre attention et encore merci pour votre invitation. Et j'espère qu'on aura encore longtemps à coopérer.